Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Oui Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous sommes fiers de passer le micro à une femme engagée et inspirante, Géraldine Blin. Étudiante, elle décide en 1999 de devenir directrice de maison pénitentiaire et brise les codes en restant fidèle à elle-même, une femme féminine et douce. Loin des clichés des femmes travaillant dans les prisons, elle y restera près de 20 ans. Elle a été sollicitée pour travailler sur les états généraux de la justice et a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Rien que ça, elle sera trop humble pour en parler. C'était donc pour nous une évidence que de la recevoir dans Femmes en Lumière. Bonjour Géraldine. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors Géraldine, tu es présidente de Voix 95 et directrice de l'association Agir pour la réinsertion sociale. Mais ce qui t'a amené à tes fonctions d'aujourd'hui, c'est surtout 20 ans de métier en tant que directrice de maison pénitentiaire. Un sacré parcours atypique qui force l'admiration et qui interpelle. Géraldine, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine pénitentiaire ? Oui, c'est toujours la question qu'on me pose en fait. Comment on en arrive là ? J'ai passé des concours en 1998 après un parcours d'études en droit finalement assez classique. Et puis on passe tout un tas de concours en se disant qu'on veut rentrer dans la fonction publique. Et puis je réussis celui-ci vraiment par hasard le plus complet. J'accompagne en fait une amie. Je m'étais jamais projetée à devenir directrice de prison, clairement. Et puis je me suis dit en fait, je rentre dans la fonction publique, il y aura des passerelles qui me permettront de faire d'autres choses plus tard, en me disant j'y ferai 4 ans et puis je changerai de voie. Finalement, j'y ai passé 20 ans, c'est vrai que le bail a été un peu plus long que ce que j'avais prévu initialement. Et pourquoi on y reste 20 ans ? D'abord parce que c'est une administration extrêmement attachante en fait, et que en fait tout est basé sur l'humain. Les métiers de surveillant pénitentiaire, de directeur de prison, puis de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, tous ces métiers-là en fait sont basés sur les qualités relationnelles en fait qu'on peut avoir parce que on est constamment en interaction, à la fois avec les personnes détenues, avec les personnes probationnaires à l'extérieur. Et donc, c'est un endroit, d'abord c'est un lieu de vie, et c'est un endroit où finalement on peut déployer des valeurs humanistes, et où effectivement c'est un milieu extrêmement particulier, mais pour autant, je pense que les différentes personnalités y ont leur place en fait. Il n'y a pas des stéréotypes et contrairement à ce qu'on croit, en fait, le métier de directeur de prison est extrêmement féminin avec des promotions qui sont à 80% féminines à l'heure actuelle. Ok, voilà. Mais à l'époque, quand tu es arrivée dans le domaine pénitentiaire, les femmes étaient moins nombreuses. Les femmes étaient moins nombreuses, et notamment sur les postes à responsabilité, on va dire, dans la hiérarchie. Et c'est vrai que, pour vous donner cette anecdote assez rigolote qu'on retrouverait plus aujourd'hui, je l'espère, premier stage en maison d'arrêt sur une fonction de direction, et là le chef d'établissement m'accueille, me dit vous cumulez 2 handicaps, vous êtes une femme et vous êtes jeune. Voilà, je pense que c'est un truc qu'on n'entendrait plus aujourd'hui, et c'est quand même tant mieux. Oui. Mais voilà, l'état d'esprit, c'était effectivement des stéréotypes de genre en fait, sur le fait que la douceur, vous voyez l'humanité finalement, c'est très loin en fait des représentations qu'on a sur les exigences de fermeté, d'autorité.
et comment on peut exercer finalement une autre forme d'autorité, une autre manière d'être et de faire dans ces métiers-là. Voilà, c'est ça qui a été aussi très très passionnant. Et alors comment est-ce que donc tu nous parles de douceur, comment est-ce que tu as réussi à rester toi-même dans un milieu si hostile à la douceur? Comment tu as fait pour t'imposer? Je pense que ça vient quand même avec l'âge et l'expérience, parce que au début quand même on essaye de coller à ce qui nous est demandé. Du coup, je faisais attention vraiment à mettre les équipes à distance, c'est-à-dire de vraiment d'assumer cette fonction de direction. Et puis je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que non, en fait, imposer son autorité tant vis-à-vis des surveillants, aussi un milieu très masculin, que vis-à-vis des personnes détenues, on pouvait le faire avec ses propres atouts, et que finalement, même dans des situations très à risque, très dangereuses que j'ai pu vivre en fait en détention, le sang-froid, la douceur, en fait, ça désarçonnait complètement les personnes qui étaient tellement tu pourrais nous donner un exemple de situations que tu aurais pu vivre et finalement où la douceur t'a sauvé, ou a sauvé la situation? Sur des situations de crise extrême où vous êtes sur des mouvements en cours de promenade où les messieurs refusent de réintégrer, où il faut aller discuter, où il faut négocier en fait dans des situations de crise, le fait d'y aller sans rien en fait, sans aucune autre arme que sa voix et sa capacité de persuasion. En fait ça marche, et oui, c'est tellement curieux finalement que ça marche. Un ovni parmi la foule. Et pas tant que ça, parce que finalement je pense que toutes avec mes collègues on s'est vraiment rendu compte en fait au fur et à mesure du temps qu'il y avait de la place aussi pour un autre style de management aussi, beaucoup plus beaucoup plus tourné aussi vers le bien-être des personnels, très très tourné sur la question des conditions de travail, des relations managériales en fait, et comment on peut être chef autrement. Juste une dernière question, parce que donc comme tu dis, tu as intégré en tant qu'étudiante, mais comment est-ce que tu as pu vivre ta vie de femme au cœur des prisons pendant 20 ans? Comment est-ce que tu as commencé en tant que femme étudiante? Donc tu dis que tu as gardé la douceur, tu es restée authentique toi-même, mais comment est-ce qu'on grandit en 20 ans en tant que femme dans un milieu si hostile? Heureusement, j'ai eu des exemples et je pense qu'on grandit en fait avec des exemples inspirants autour de soi. Donc j'ai en tête plein de collègues femmes en fait qui ont été inspirants, des collègues hommes aussi. Et puis je dirais que les choses se font très naturellement. Enfin voilà, on fonde une famille, on a des enfants et en même temps, du coup, les enfants, ça vous ramène à la réalité et ça ramène à la douceur finalement. Donc voilà, je pense que vous voyez, la vie perso, elle nourrit la vie professionnelle et inversement en fait. Alors, on sent beaucoup d'humanité mais même dans ta voix en fait, dans ta façon de t'exprimer, c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire, d'imaginer, de t'imaginer en tout cas dans cet environnement-là. Et tu nous disais tout à l'heure que ça t'avait posé question. Donc, comment faire autrement? Comment manager de façon différente que celle qu'on attend? J'imagine que ça a dû solliciter ta créativité. Quels ont été les projets que tu as mis en place pour justement amener de plus d'humanité dans ce lieu?
J'ai eu la chance de tomber dans la marmite de la conduite de projet dès mon premier poste. Le premier poste, par exemple, c'était un projet européen sur l'insertion professionnelle des femmes incarcérées. Donc un projet avec plusieurs pays européens à chaque fois, où on se déplace, on va emprunter ailleurs en fait des bonnes pratiques professionnelles. Et du coup, j'ai fait ça plein de fois en fait tout au long de ma carrière dans l'administration pénitentiaire. Je suis même allée travailler sur des techniques inspirées du psychodrame en fait, pour travailler sur la prise en charge des détenus violents. Voilà, qu'est-ce que c'est ça, la technique du psychodrame? C'est des techniques qui sont inspirées en fait du théâtre et de l'improvisation. Okay. Et du coup, on va vraiment chercher les personnes en leur demandant de se mettre à la place de leurs victimes, de leur entourage en fait, pour essayer de leur faire ressentir et comprendre les conséquences de leurs actes. Voilà, donc j'ai fait des choses assez incroyables. J'ai aussi eu l'occasion de développer des actions de justice restaurative, des rencontres en fait entre des auteurs et des victimes d'infractions. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'intitule Je verrai toujours vos visages, sur la justice restaurative. C'est un très beau film à aller voir. Voilà, et donc du coup c'est des tas de projets en fait qui m'ont nourri et qui ont, je l'espère, ont fait avancer l'administration. Ouais, et qui sortent des sentiers battus, parce Carrément. que c'est vrai qu'aller susciter l'empathie. C'est ça finalement ce que tu dis, le psychodrame, oui. Où on va aller mettre le détenu dans la situation d'empathie pour se rendre compte, et puis la justice restaurative où là on va être. Est-ce qu'il y a une notion de pardon un peu dans le fait de la rencontre? Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est le fait de se rencontrer. Recherché. Ouais, c'est vraiment prendre en compte l'autre dans toutes ses composantes, et pour les victimes d'avoir des réponses à des questions qu'elles se posaient pendant le procès et auxquelles elles ont jamais eu de réponse vraiment. Même si c'est pas les victimes directes des auteurs, hein, ils sont juste mis en présence avec un facilitateur, mais c'est l'idée de toujours d'aller vers l'autre et de comprendre l'autre, voilà, et du coup de mieux se comprendre soi-même par la même occasion. Merci beaucoup, Géraldine. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser avant qu'on fasse la pause. Tu as créé des liens particuliers avec des détenus? Oui, voilà une anecdote qui est assez drôle. Un monsieur qui était incarcéré à Poissy quand j'y ai travaillé, il m'a sollicité aujourd'hui. Il a sollicité mon association pour intégrer le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà, donc je suis allée le voir 2 fois en détention. Il est sorti en permission. Puis j'espère bien l'accueillir un jour en aménagement de peine, avec l'idée de boucler la boucle en fait, d'accompagner ce monsieur que j'ai connu il y a un peu plus de 20 ans, et donc de lui offrir en fait des conditions de sortie optimales pour qu'il puisse retrouver une place dans la société. Ouais, ça fait partie de mes petites marottes en fait, et des choses que je veux pouvoir terminer. Oui, de boucler la boucle. En tout cas, merci beaucoup Géraldine. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Géraldine Blin, directrice de l'association Agir pour la réinsertion sociale, qui a travaillé pendant 20 ans dans les prisons. À tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Géraldine Blin, directrice de l'association Agir pour la réinsertion sociale, est notre femme en lumière du jour. Alors Géraldine, tu as travaillé pendant 20 ans dans le domaine pénitentiaire donc, et tu nous as confié être partie il y a 7 ans au bord du burn-out. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le burn-out, ça concerne 3 employés sur 10 en France. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Donc toi-même, tu y as été confrontée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai occupé un dernier poste en administration centrale, alors un poste vraiment très particulier puisque je m'occupais en fait de la prise en charge des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme ou des personnes considérées comme radicalisées avec un risque de passage à l'acte violent. Donc c'était fin 2015, forcément, dans un contexte, des attentats qu'on connaît en fait sur les années 2015, 2016, 2017. Donc c'était un poste qui était très proche du politique, un poste où j'avais beaucoup de pression et il fallait vraiment créer des nouveaux outils, créer presque des nouveaux métiers en fait, et avoir une vraie doctrine en fait pour savoir voilà qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes détenues sur le long terme, comment on les prend en charge en détention, tant du point de vue des conditions de détention que des programmes vraiment de prise en charge. Donc il fallait concevoir tout ça. On partait de quasi rien et voilà, donc grosse pression. Ça a été en fait, je pense que j'ai tenu jusqu'à ce que je sois vraiment soutenue par ma hiérarchie. Et puis à un moment donné, voilà, changement au niveau de ma hiérarchie. Et puis la pression politique en fait s'est fait encore plus pesante et on a commencé en fait, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, à me demander des choses et à mettre en place des nouveaux dispositifs dont moi j'étais pas en cohérence en fait avec. Oui, t'étais pas en accord avec ce qu'on te demandait. Ouais, clairement, je pense qu'il y avait, je me suis trouvée dans un conflit de valeurs en fait entre moi ce que je pensais vraiment, ce dont j'avais envie, et puis ce que j'étais en train de mettre en œuvre, voilà. Et donc, je pense que parce que je suis quand même sur un modèle bon petit soldat, je suis allée jusqu'au bout et je me suis enfuie dans le milieu associatif. J'ai saisi une opportunité, voilà, qui est arrivée complètement par hasard. C'est-à-dire que je n'avais jamais planifié, jamais envisagé pour l'avenir en fait de devenir une directrice d'association et puis d'y rester en fait parce que comme je suis entrée dans l'administration pénitentiaire par le plus grand des hasards, je suis arrivée dans le milieu associatif pareil. C'est ce qu'on croit. Hein. On dit que le hasard fait toujours bien les choses. Bon, existe-t-il vraiment ? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Et puis en fait, c'est comment on arrive à transformer les événements de la vie pour rebondir et se créer en fait des nouvelles opportunités. Voilà, se saisir à chaque fois de la chance qu'on a, parce que c'est toujours une chance, le renouveau, c'est toujours une chance en fait. En tout cas, on voit que ton visage s'éclaire quand tu nous parles de cette nouvelle vie associative. Donc j'imagine que tu te sens mieux là aujourd'hui. Oui, je pense que dès que je suis arrivée, j'ai senti en fait avec les équipes qu'on parlait le même langage. Qu'on partageait exactement les mêmes valeurs, qu'on était sur la même longueur d'onde, et puis surtout voilà le milieu associatif c'est comme une page blanche, c'est-à-dire que on peut
on peut quand même faire monter les projets qu'on a envie de monter. Alors bien entendu, il y a des contraintes de financement, des contraintes budgétaires, et donc on a forcément un gros contrôle des administrations sur notre activité. Mais malgré tout, on prend les directions qu'on a choisies. On est plus libre, finalement. On est beaucoup plus libre. Ouais. Et alors du coup, donc aujourd'hui tu travailles donc dans au cœur de cette association de réinsertion. Tu nous as parlé donc de ce conflit un peu de politique, de pouvoir, d'ego au sein de cet ancien poste que tu avais qui te mettait beaucoup trop de pression. Alors maintenant, au CODIR, tu m'as partagé être entre femmes. 5 sièges, 5 femmes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions d'ego, de pouvoir? Comment ça se passe entre femmes? Ouais, mais je me suis retrouvée, je suis passée d'un milieu très masculin à un milieu essentiellement féminin. Donc ça c'est très drôle. Et donc par le plus grand des hasards aussi, nous sommes effectivement 5 femmes à la tête de l'association. J'ai une adjointe et 3 directrices de pôle. Je trouve que les choses se jouent différemment en fait, parce que il y a vraiment un travail de co-construction, d'élaboration. J'ai vraiment le sentiment qu'on est aussi dans l'entraide, et que finalement il n'y a pas d'enjeu de pouvoir en fait qui se joue entre nous. On essaye de trouver des solutions dans le quotidien, on essaye et du coup de répondre à des besoins qu'on peut observer dans la société, voilà, parce que on travaille avec des publics en difficulté, et donc je pense que voilà, on est vraiment des 5 personnes de conviction, et c'est ce qui prédomine en fait dans nos relations, et aussi dans notre management avec les équipes. Tu disais que, excuse-moi, juste je te coupe, dans le management, tu disais que tu as été labellisée au niveau RH. Est-ce qu'il y a un lien avec cette sororité entre femmes? Certainement, parce que donc nous avons effectivement obtenu un label qualité sur nos process RH, à la fois sur sur le recrutement, l'intégration des nouveaux personnels. Je pense qu'il y a une vraie bienveillance, il y a un souci de non-discrimination à l'occasion des recrutements. Voilà, il y a un certain nombre de principes comme ça qu'on s'applique, et qui nous ont permis d'obtenir le label. Sûrement que ça joue, et je trouve que en tout cas c'est confortable en fait, d'avoir un comité de direction comme celui-là. Je trouve que dans le quotidien c'est très soutenant. Et alors quel conseil tu donnerais à une femme qui travaille dans un milieu assez masculin, peut-être viriliste, qui aimerait s'imposer au sein de son équipe mais qui n'ose pas? Est-ce que tu aurais des conseils, toi qui l'as vécu, et qui aujourd'hui ne travaille qu'entre femmes? Il y a aussi des hommes qui sont très bien, attention, nous ne faisons pas d'amalgame, mais qu'est-ce que tu donnerais à cette femme qui aimerait porter sa voix un peu plus haut et qui n'ose pas? Je crois qu'en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à faire de ses fragilités et de ses vulnérabilités un atout. Ça demande d'en être assez consciente, de connaître à la fois ses forces, ses atouts et ses faiblesses entre guillemets. Et les faiblesses, elles n'en sont finalement jamais. Du coup, faut avoir assez confiance en soi pour se dire que voilà, la sensibilité, l'empathie, tout ça, c'est des qualités qui sont aujourd'hui extrêmement recherchées dans les équipes. Et on a envie de dire que c'est aussi valable pour les hommes. Parce Exactement. que bien souvent, ils n'osent pas eux-mêmes aussi laisser parler leur sensibilité, toute cette bienveillance souvent dont ils sont empreints. Et il est important ce message aussi, faire confiance à ça, qu'on soit homme ou femme, c'est hyper important. Oui,
par exemple en prison, en fait, quand j'y travaillais, il fallait pas dire que dans certaines situations on avait peur. Le fait d'exprimer la peur, c'était vraiment quelque chose, un tabou presque absolu. C'est comme une faiblesse. Exactement. Et on disait, mais si tu as peur, tu ne peux plus rentrer en détention parce que ça inhibe, parce que c'est plus possible. Et en fait, moi, j'ai eu peur des tas de fois, et je me suis retenue de le dire. Et pourquoi je sais pas bien en fait. Je pense que c'est important de dire aussi ce qu'on ressent. Ouais, ce qu'on ressent et d'exprimer ses émotions aussi parce que ça rend plus humain. Mais le fait d'être humain ne rend pas faible pour autant. Quel beau message. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Des basiques, mais qu'on oublie parfois. Alors, merci beaucoup Géraldine en tout cas pour ces précieux conseils qui permettront peut-être à nos auditeurs et auditrices de s'affirmer en toute confiance. Et oui Géraldine, notre émission touche à sa fin et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Le premier, ton livre fétiche. Est-ce que tu pourrais nous partager ton coup de cœur littéraire ? Alors, j'ai choisi La vie devant soi, qui est écrit par Émile Ajar, qui était le pseudonyme en fait de Romain Gary. Bon, d'abord parce que j'adore cet auteur. Ça parle des gens fragiles. C'est une histoire d'amour entre une vieille dame et un enfant en fait. Et du coup de comment un lien se tisse au-delà du lien familial, etc. Et voilà. Et c'est vraiment, je trouve que ça vient alimenter ce truc que j'ai avec les personnes les plus vulnérables en fait. Cette espèce d'empathie qui fait que ça. Je serais toujours dans cette volonté d'aller les sauver, les aider. Ouais, c'est un peu ça. Et puis ce lien entre deux personnes dont la rencontre est un peu improbable, un enfant Exactement. Avec une personne âgée, un grand écart et voilà, et le lien d'amour qui les unit. Et alors du coup, Géraldine, notre deuxième rituel, que pouvons-nous souhaiter à cette femme lumineuse que tu es ? Ah, ben là, forcément, passé 50 ans, on se dit que on est plutôt sur cette fin de carrière. Ce que je me souhaite, c'est d'avoir encore des belles surprises. Alors, si elle pouvait arriver dans un autre contexte que le dernier que j'ai vécu, ce serait bien. Mais oui, de continuer à être surprise par la vie et de conduire des beaux projets pour l'association et peut-être pour autre chose, j'en sais rien, mais de continuer à être surprise. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Géraldine. Merci infiniment pour ces témoignages extrêmement précieux et pour toute cette humanité dont tu as témoigné au long de cette émission qui se termine. Donc, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés lors de ce témoignage. On vous retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 18h30, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, retrouvez l'émission d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr et sur l'Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci Géraldine, à bientôt. Au revoir Laetitia, à la semaine prochaine. Au revoir.